15 mars 1972, 22h35. La lame du couteau de Salvatore Riina se trouvait à quelques centimètres de la gorge de Jacques Mezrine. Le salon privé du restaurant Bella Napoli était plongé dans un silence absolu. 6 hommes de la Cosa Nostra entouraient pour le Français. Un seul faux mouvement, et ce serait le dernier. Riina, le futur chef des chefs, se pencha plus près. Sa voix n'était qu'un murmure glacial. « Tu vas travailler pour nous maintenant, Francese. Ou tu vas mourir ici même. » Mezrine ne scia pas. Il ne recula pas. Au contraire, il regarda Riina droit dans les yeux et prononça 6 mots qui allaient tout changer. Je ne me courbe devant personne. Ce qui se passa dans les 90 secondes suivantes devint une légende dans le milieu européen. Mais pour comprendre cet instant, il faut savoir qui était Jacques Mezrine en mars 1972 et pourquoi la mafia sicilienne était si désespérée de le contrôler. Jacques Mezrine n'était pas un criminel ordinaire. Il était l'ennemi public numéro 1 de la France, l'homme qui s'était évadé de 2 prisons de haute sécurité, qui avait braqué plus de 40 banques et qui avait ridiculisé la police française à répétition. Plus important encore, il avait accompli ce qu'aucun autre criminel européen n'avait réussi. Il était devenu une célébrité. Les gens ordinaires l'adoraient. Il volait aux riches, se montrait poli pendant les braquages, ne blessait jamais les civils innocents. Les journaux le surnommaient le Robin des Bois moderne. Les femmes lui envoyaient des lettres d'amour. Les enfants voulaient devenir comme lui plus tard. Et cela rendait la mafia folle de jalousie. En 1972, la Cosa Nostra sicilienne étendait ses opérations vers le nord de l'Europe. Paris, Marseille, Lyon. Toutes ces villes offraient des marchés lucratifs pour l'héroïne, la prostitution et les jeux. Mais il y avait un problème. La police française devenait plus organisée, plus agressive. La mafia avait besoin de quelqu'un qui connaissait le système français de l'intérieur, quelqu'un qui avait des contacts, quelqu'un qui pouvait opérer sans éveiller les soupçons. Ils avaient besoin de Jacques Mezrine. Le plan avait débuté 3 mois plus tôt, en décembre 1971. Don Luciano Leggio, le chef de la famille Corleonesi, avait convoqué une réunion à Palerme. « Ce Français fou attire plus d'attention que nous », avait dit Leggio en frappant du poing sur la table. « Il braque des banques en plein jour, il s'évade de prison, il se moque de la police. Et tu sais ce que fait la presse? Elle en fait un héros. » Carlo était assis à la droite de Leggio. C'était le stratège, l'homme qui pensait 3 coups à l'avance. « On ne peut pas le tuer », avait-il dit calmement. « Si on tue Mezrine, la police française nous tombera dessus avec tout ce qu'elle a. Et puis, il vaut beaucoup plus cher vivant. Imagine avoir l'ennemi public numéro 1 qui travaille pour nous. Les portes qu'il peut nous ouvrir, les contacts qu'il possède. » Leggio avait hoché la tête lentement. « Comment comptes-tu le convaincre ?» Carlo avait souri, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout homme a un prix, on va trouver le sien. » C'est ainsi qu'avait commencé l'opération Serpente. Pendant 2 mois, la mafia avait étudié Mezrine. Chacun de ses mouvements, chacune de ses relations, chacune de ses faiblesses. Ils avaient découvert Sylvia Jean-Jacot, sa maîtresse, son obsession pour la gloire et la reconnaissance, ses dettes de jeu dans les casinos de Monte-Carlo, son ego démesuré. En février 1972, la mafia avait fait son premier coup. Ils avaient envoyé un intermédiaire, un Français nommé Marcel Bouchard, qui avait des connexions à la fois dans le milieu français et sicilien. Marcel avait rencontré Mezrine dans un café discret à Marseille. « Jacques, mon ami », avait dit Marcel en commandant 2 expressos. « J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. » Mezrine avait allumé une cigarette, l'air ennuyé. « Je ne travaille pour personne, Marcel. Tu le sais, je ne te demande pas de travailler pour quelqu'un. Je t'offre un partenariat. Tu continues à faire ce que tu fais de mieux. Sauf que maintenant, tu as des ressources illimitées. Protection, faux papiers de première qualité, itinéraire d'évasion garanti. » Mezrine avait tiré une longue bouffée. Et qu'est-ce qu'ils veulent en échange? Du savoir, des contacts, quelques coordonnées de temps en temps. Rien qui compromette ta liberté. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Et ça l'était. Mezrine n'était pas idiot. Il savait qu'une fois qu'on entrait dans le monde de la mafia, on n'en sortait jamais. « Dis à tes amis siciliens que je remercie pour l'offre, mais que je ne suis pas intéressé. » Marcel n'avait pas semblé surpris. Il s'en doutait, c'est pour ça qu'ils veulent te rencontrer en personne. Pour discuter des termes, sans engagement, juste une conversation. Où? Naples, restaurant Bella Napoli, 15 mars, toi seul et leurs représentants. Mezrine aurait dû refuser sur le champ, aurait dû partir et ne jamais regarder en arrière. Mais Jacques Mezrine avait 2 défauts fatals. D'abord, son arrogance. Il croyait vraiment être plus malin que n'importe qui. Ensuite, sa curiosité morbide.
Il voulait voir s'il pouvait duper la mafia sicilienne comme il dupait la police française. Le 10 mars, Mesrine avait pris un train de nuit pour Naples. Il était seul, armé seulement d'un Beretta 92 à la ceinture. À son arrivée à la gare, 2 hommes l'attendaient. Il n'avait rien dit. Il l'avait simplement escorté jusqu'à une Mercedes noire. Pendant le trajet, Mesrine était resté en alerte. Il avait compté les rues, mémorisé les itinéraires de fuite, observé combien de voitures les suivaient. Il y en avait au moins 3 en soutien. La mafia ne prenait aucun risque. Le restaurant Bella Napoli se trouvait dans un quartier contrôlé par la Camorra, la mafia napolitaine. De l'extérieur, ça ressemblait à un endroit banal. À l'intérieur, c'était une forteresse. Toutes les tables étaient vides, sauf une au fond. Là se trouvaient 6 hommes. Mesrine avait reconnu certains visages sur des photos d'Interpol. Salvatore Riina, Carlo Gambino, Tommaso Buscetta. Ce n'était pas une réunion ordinaire. C'étaient les poids lourds de la Cosa Nostra. Riina avait fait signe à Mesrine de s'asseoir. Un serveur avait apporté du vin rouge, des antipastis, puis avait disparu rapidement. « Jacques Mesrine », avait dit Riina en remplissant 2 verres. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Mesrine n'avait pas touché au vin. « Allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez ?» Carlo s'était penché en avant. « Nous voulons faire de vous un homme riche, Jacques. Plus riche que vous ne l'avez jamais imaginé. » « Je suis déjà assez riche. Mais pas protégé. La police française se resserre. Vous le savez, cette évasion spectaculaire de la santé était impressionnante. Mais ils apprennent. Bientôt, ils vous reprendront. Et cette fois, ce sera la perpétuité. Ou la mort. » Mesrine n'avait pas répondu. Il savait que Carlo avait raison. La pression montait. « Travaillez avec nous, » avait continué Carlo. « Faites quelques jobs. Rien de trop exigeant. En échange, vous avez notre protection. Des documents, de l'argent. Et quand ça deviendra trop chaud en France, nous avons des endroits où vous pourrez disparaître. Sicile, Amérique du Sud, où vous voudrez. » Ça semblait raisonnable, presque tentant. Mais Mesrine avait passé 5 ans à construire sa réputation. Il était le loup solitaire, l'homme qui ne répondait à personne. Travailler pour la mafia détruirait tout cela. « Je dois y réfléchir », avait dit Mesrine en se levant. C'est alors que tout avait basculé. Riina s'était levé aussi, mais il n'avait pas tendu la main. À la place, il avait sorti un couteau stiletto de sa veste. En une seconde, la lame était contre la gorge de Mesrine. Les 5 autres hommes avaient dégainer leurs armes. Mesrine n'avait aucune chance. « Tu n'as pas compris, Francese », avait dit Riina, sa voix perdant toute courtoisie. « Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Tu vas travailler pour nous, ou ta jolie copine Sylvia recevra ton cœur dans une boîte. » Le sang de Mesrine s'était glacé. Pas de peur, mais de rage. Il avait été piégé, manipulé, conduit dans un traquenard comme un amateur. Mais Jacques Mesrine n'était pas arrivé aussi loin en étant lâche. Il avait regardé Riina droit dans les yeux. Le couteau pressait toujours sa gorge. Il sentait une goutte de sang couler. Et alors il avait prononcé les 6 mots. « Je ne me courbe devant personne. » La salle s'était figée. Personne ne parlait ainsi à Salvatore Riina. Des hommes avaient été torturés pendant des semaines pour des offenses bien moindres. Carlo avait commencé à rire. Pas un rire d'amusement, mais d'incrédulité. « Tu bluffes, tu as un couteau sur la gorge et 6 armes pointées sur toi. » Mesrine n'avait pas détourné le regard de Riina. « Tu peux me tuer maintenant, mais que se passe-t-il après? La police française, Interpol, tout le monde saura que la Cosa Nostra a tué l'ennemi public numéro 1. Ils vous tomberont dessus avec tout ce qu'ils ont. Vos affaires à Paris? Fini. Vos routes d'héroïne? Fermées. Vous allez déclencher une guerre que vous ne pouvez pas gagner. » Riina avait pressé le couteau plus fort. Plus de sang avait coulé. « Tu joues ta vie là-dessus? J'ai déjà joué ma vie des centaines de fois. Celle-là, c'est juste une de plus. » Le silence dans la salle était assourdissant. Tommaso Buscetta avait parlé pour la première fois. « Il a raison, Salvatore. Le tuer serait une erreur stratégique. » Carlo avait approuvé. « Et puis regarde-le. Cet homme préfère mourir que se courber. Tu crois vraiment qu'il serait fiable s'il travaillait pour nous sous la menace? Il nous trahirait à la première occasion. » Riina avait maintenu le couteau contre la gorge de Mesrine pendant 10 secondes de plus. Puis, lentement, il l'avait écarté. « Tu as du cran, Francese, je te l'accorde. » Mesrine ne s'était pas détendu. Ses mains étaient toujours prêtes à saisir le Beretta. « Mais laisse-moi te dire une chose clairement, » avait continué Riina. « Tu as refusé notre offre. Ça veut dire qu'on n'est plus amis. Si nos chemins se croisent à nouveau, si tu interfères dans nos affaires, il n'y aura pas d'avertissement, pas de négociation. Juste la mort. Tu comprends? » « Parfaitement, » avait répondu Mesrine. « Et laisse-moi te dire une chose aussi.
Si l'un de vous touche à Sylvia, si quiconque lié à vous s'approche d'elle, je vous traquerai personnellement, chacun d'entre vous. Un par un. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe combien d'hommes vous avez, j'en ferai ma mission de vie. La menace était restée suspendue dans l'air. C'était de l'audace pure. Un homme contre toute la Cosa Nostra. Mais venant de Jacques Mézerine, ça sonnait crédible. Carlo avait fait signe aux hommes de baisser leurs armes. Je crois qu'on s'est compris. Mézerine s'en va, on laisse lui et sa femme tranquilles. Personne ne croise le chemin de personne. D'accord, avait dit Leggio. Rina avait rangé son couteau, visiblement mécontent. Tu as eu de la chance ce soir, Francese, beaucoup de chance. Mézerine s'était dirigé vers la porte, sans jamais tourner le dos. Arrivé à la sortie, il s'était arrêté. Ce n'était pas de la chance, c'était du calcul. Vous avez plus besoin de moi vivant que mort. Et moi, je n'ai absolument pas besoin de vous. Il était sorti du Bella Napoli, était monté dans la Mercedes qui l'attendait et avait été ramené à la gare. Pendant tout le trajet, il avait attendu une balle dans la nuque. Elle n'était jamais venue. 3 jours plus tard, Mézerine était de retour à Paris. L'histoire de la confrontation à Naples avait commencé à circuler dans le milieu européen. À chaque récit, elle grandissait. Certains disaient que Mézerine avait saisi la lame de Rina à main nue. D'autres qu'il avait menacé de faire exploser un restaurant rempli de chefs de la mafia. La vérité était plus simple et plus puissante. Jacques Mézerine avait regardé la mort dans les yeux, et c'était la mort qui avait cligné la première. La Cosa Nostra avait tenu parole. Il n'avait jamais touché à Sylvia. Il n'avait jamais interféré dans les opérations de Mézerine en France. C'était un accord tacite. 2 forces invincibles qui avaient décidé de ne pas s'affronter. Mézerine avait vécu 7 années de plus après cette nuit. Il avait continué à braquer des banques, à s'évader de prison, à se moquer de la loi. Il avait écrit un livre de mémoires qui était devenu un best-seller. Il avait donné des interviews aux journaux. Il était devenu plus grand que nature. Le 2 novembre 1979, la police française l'avait enfin rattrapé. 19 policiers armés de mitraillettes automatiques l'avaient pris en embuscade à Paris. Ils avaient tiré 21 coups. Mézerine était mort sur le coup. Il avait 42 ans. Quand la nouvelle était parvenue en Sicile, on raconte que Salvatore Riina avait bu un verre de grappa en silence. Il n'avait pas célébré. Il n'avait pas regretté. Il avait simplement hoché la tête, reconnaissant la fin d'un homme qu'il avait sous-estimé une fois. En réalité, Riina avait appris quelque chose de précieux cette nuit-là à Naples. Tous les hommes ne peuvent pas être achetés. Tous les hommes ne peuvent pas être menacés. Certains préfèrent mourir debout que vivre à genoux. Et ces hommes-là sont les plus dangereux de tous. L'histoire de Jacques Mézerine est devenue une légende. Pas parce qu'il n'a jamais été capturé, il l'a été. Pas parce qu'il n'a jamais été tué, il l'a été. Mais parce que, dans un moment de vérité absolue, quand un couteau était sur sa gorge et que la mort était certaine, il a choisi les principes plutôt que la survie. Il a choisi la liberté plutôt que la sécurité. Après Naples, la relation entre Mézerine et la mafia italienne est entrée dans un étrange état de respect mutuel. Ils n'étaient pas alliés, définitivement pas amis, mais il y avait une reconnaissance, une compréhension tacite entre prédateurs du même calibre. Quand Mézerine a braqué le casino de Deauville en 1973, la mafia qui contrôlait le blanchiment d'argent du casino n'a pas riposté. C'était comme si cette nuit à Naples avait tracé une ligne invisible que personne des deux côtés ne franchirait. Le vrai pouvoir ne vient pas du nombre d'hommes que vous contrôlez. Il vient du refus d'être contrôlé. Jacques Mézerine est mort comme il a vécu, à ses conditions. Et ces 6 mots, « Je ne me courbe devant personne », résonnent encore aujourd'hui dans le milieu. Un rappel que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être brisées. Peu importe le prix.